Non, je vais essayer d'être très rapide. Alors, moi, je suis Antonio de Almeida Mendes, je suis maître de conférence à Nantes depuis 8 ans déjà, et cette année en résidence à l'IEA de Nantes, voilà, pour une année. Et quelques mots extrêmement rapides alors pour vous présenter les aspects scientifiques, hein, puisque les collaborations ont été soulignées et revenir là-dessus. Donc, donc la genèse, quelques mots ensuite de présentation de cette école thématique, et ensuite la présentation alors du moment fort, hein, de cette fin de journée, qui sont nos deux conférenciers, nos conférences exceptionnelles de ce soir. Donc la genèse du programme PRALT, qui est un programme alors évolutif, hein, puisque c'est un programme qui a commencé en 2016, décembre 2016, et qui au départ c'était... Alors, le cœur de ce projet, c'était d'interroger la construction de catégories sémantiques duales, c'est à savoir le noir et le blanc, de revenir sur ces catégories qui nous semblent des catégories établies pour toujours, et de voir comment l'esclavage et la liberté ne s'opposent pas forcément, que le métis et le pur ne s'opposent pas non plus forcément, des formes de dépendance et de travail libre, hein, peuvent cohabiter ensemble. Et donc de voir comment... la manière dont les imaginaires de couleur, de sang, de race se sont construits sur la longue durée, se sont exprimés dans des discours, des normes, des représentations, des pratiques et des comportements. Donc de revenir sur cette complexité de notre monde et complexité de l'esclavage. Il s'agissait donc aussi de questionner les termes, et donc la manière dont les pratiques classificatoires s'inscrivent dans des territoires donnés. Et c'est extrêmement important donc à l'heure où on pense universel, de voir qu'aussi il y a des choses qui résistent à l'universel. Donc dans les termes donnés, comment des catégories de l'altérité ont pu évoluer aussi dans le temps, et grosso modo, à quoi servent les noms et dans quel contexte ils s'épanouissent. Donc il y a eu 4 manifestations depuis décembre 2016. Donc la première, donc je vais vous montrer... voilà, je vais vous montrer les couvertures qui sont très belles. Donc, de quelle couleur est le sang, et donc dont on est en train de préparer l'ouvrage, hein, tiré de cette rencontre qui avait aussi attiré une centaine de chercheurs à Madrid. Et donc c'était le lancement de cette activité pour réfléchir à la catégorie de race avant le XIXe siècle et comment elle pouvait s'exprimer. Ensuite, en avril 2017, toujours à la Casa de Velázquez de Madrid, on avait eu un colloque, atelier de travail sur la notion de métissage et sur la place des métis, hein, dans les constructions coloniales. Donc là aussi, une publication est en préparation. Ensuite, donc un premier colloque qui s'est tenu en novembre 2017 à l'Institut d'études avancées de Nantes, et donc qui a bénéficié de la venue de chercheurs, donc chercheurs de l'IEA. Et donc là, sur ces questions de transition entre la fin de la traite et le travail libre, et de penser à la fois les catégories juridiques d'esclaves et les représentations, alors dans lesquelles nous sommes toujours aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'être un travailleur libre, et les formes de contrat et de dépendance qui se mettent en place, au-delà de ces questions de couleur, et de savoir qu'est-ce qui vient après l'esclavage, quand on abolit la traite. Donc c'était voilà, une journée aussi qui était une journée extrêmement importante pour penser, alors pourquoi nous sommes là aujourd'hui, hein, qui est une évolution progressive, qui est à la fois alors partir de mes thématiques de recherche pour ensuite aboutir à un événement collectif. Et donc cette école thématique ou université d'été d'aujourd'hui, de quoi l'esclavage est-il le nom, elle a bien sûr bénéficié des partenariats, donc bien sûr la Casa de Velázquez, avec les chercheurs que j'ai aussi pu rencontrer, le château de Duc de Bretagne, donc les réflexions que j'ai entretenues, les discussions récurrentes avec Christelle, hein, on a beaucoup pensé sur l'image. Et pourquoi donc nous on associe des noms aux images, et est-ce qu'il ne faut pas non plus décoloniser notre regard, et donc interroger les noms, hein, et comment on nomme les œuvres d'art. Elle a bien sûr alors bénéficié de mes collègues de l'Université de Nantes, hein, donc notamment autour du projet Staraco, la question de la race, aussi alors des discussions récurrentes, et du projet SLAFNet qui s'est mis en place au moment où je pensais l'université d'été, et bien sûr de l'Institut de ma résidence à l'Institut d'études avancées, puisque le texte de présentation que vous lirez, hein, qui est un petit peu long, sur lequel je ne vais pas revenir, il a été largement discuté avec mes collègues qui vont alors faire les conférences et qui vont être discutants. Donc alors, il devrait y avoir
30 noms quand même derrière cette construction de ce texte. C'est donc réellement un texte collectif qui a évolué. Et donc ça nous a pris 3 mois pour penser ce texte. Et je vois tous mes collègues qui sont là, qui retrouveront leurs mots dans ce texte de présentation. Et donc cette université d'été, donc dernière manifestation de ce programme de recherche qui me semble-t-il est un vrai programme collectif et pas juste un programme porté par moi. Alors, je devrais m'effacer derrière, mais il faut des noms, c'est ça toujours. Qui s'intitule « De quoi l'esclavage est-il le nom ?» L'un des enjeux, c'est d'interroger l'usage qui a été fait à travers le temps et en fonction des lieux du mot d'esclavage. Parce qu'on s'est, me semble-t-il, pas assez interrogé sur cette capacité des mots à circuler et à traverser les espaces, y compris linguistiques. Le mot englobe une réalité qu'il faut, me semble-t-il, penser de façon moins monolithique qu'on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, notamment face à notre impossibilité aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, à s'en tenir à une vision occidentalo-centrée de cette histoire de l'esclavage. L'esclavage ne peut plus seulement être pensé comme une genèse qui commencerait à Rome et qui ensuite se diffuserait avec la modernité européenne. Donc, penser au-delà de la traite et de penser comment ces réalités, qui ont pu être des réalités différentes, au bout d'un moment se sont réunies et pourquoi on en est venu à n'avoir qu'un seul mot. Donc il s'agit donc à cette échelle aujourd'hui de faire preuve d'universalisme modeste, de comprendre comment se perpétue la domination sans doute. Et les esclaves, alors vous allez le voir dans tous les contextes, parce que l'université va réunir des chercheurs venant de tous les espaces. Et c'est sans doute la première fois, alors, parmi les conférences auxquelles j'ai participé depuis 15 ans, où il y aura une majorité de chercheurs venant des Suds au sens large, et une minorité de chercheurs venant des universités occidentales. Et donc là, c'est, me semble-t-il, un tournant, et il faut le faire, c'est un effet inversé, puisque pendant très souvent, on travaillait sur l'Afrique depuis l'Occident, ou sur l'Amérique latine depuis l'Occident. Donc là, on inverse le rapport. Il s'agit donc de comprendre comment se perpétue la domination, je l'ai dit, mais comment les esclaves sont impliqués dans de multiples dynamiques sociales, politiques ou commerciales, comment dans tous ces espaces ils cohabitent avec les libres, toujours dans des multiples dynamiques, dans des espaces de friction et de métissage en tout genre, dans lesquels, y compris l'appartenance des esclaves, est souvent remise en cause ou contestée. Donc on n'est pas dans une histoire qui est figée et qui est juste une histoire de statut juridique. Les études sur les humanités peuvent nous permettre, et là j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas seulement des historiens ici, il va y avoir des philosophes, des anthropologues, des géographes, aussi des spécialistes d'histoire de l'art, voire des politologues, donc peuvent nous permettre de comprendre la complexité des choses. L'usage que nombre de chercheurs font du mot esclave peut apparaître aujourd'hui limité, et comme catégorie mal appropriée pour qualifier des situations, des pratiques et des représentations qui traversent les siècles, s'inscrivent dans la densité des terrains, des espaces et des tissus sociaux. Se pose à terme donc la question de savoir de quoi le mot d'esclave est la traduction et à contrario, comment le traduire. Et ça, me semble-t-il, c'est l'un des enjeux essentiels parce qu'on part du principe aujourd'hui dans notre monde où on circule, nous, beaucoup, que foncièrement, dès qu'on dit esclave, ça veut dire slave dans d'autres contextes, ou esclave dans le contexte ibérique, alors que quand on se rend compte, y compris les juristes de l'époque, déconstruisent le mot pour dire d'autres réalités, alors qui sont des formes de dépendance, depuis l'esclavage le plus dur, qui est l'esclavage chattel slavery, l'esclavage marchandise, à la domesticité, dans beaucoup de contextes. Donc l'un des enjeux, et je vais finir là-dessus, de cette école thématique est de comprendre dans quelle mesure une lecture heuristique, caractérisée par le décloisement des espaces, le refus du récit de la modernité occidentale, la symétrie documentaire, la relecture des sources coloniales et orales peut offrir de nouvelles possibilités pour une histoire qui serait soucieuse de la singularité des contextes. Donc les informations sur le déroulement de l'école thématique ont été données de façon lumineuse par Christelle. Donc il y aura 2 étages. Donc nous sommes ici au premier étage. Et donc demain, donc pour écouter les chercheurs d'aujourd'hui et de demain, nous montrons un étage. Donc c'est la hiérarchie inversée, donc c'est ce qui est très très bien. C'est fait exprès, voilà. Donc les doctorants auront 15 minutes, donc je vous invite à venir parce que ça va être des choses très
très dynamique. Donc 15 minutes, il faut être dynamique. Donc vous ne vous ennuierez pas, même sur des sujets très précis. Donc il faut écouter, venir écouter aussi donc les jeunes doctorants, et n'ayez pas peur. Donc voilà, et posez des questions parce qu'ils sont là pour répondre à des questions aussi. Il y aura une traduction du français vers l'anglais assurée par Sarah, qui est tout au bout et que je remercie. Donc j'espère que j'ai parlé lentement, pas sûr. Je crois que j'ai parlé lentement quand même un petit peu. Voilà, et je voudrais donc remercier ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui ont accepté de venir, donc aussi qui m'ont fait confiance, les doctorants qui nous ont aussi fait confiance, donc les discutants, donc mes amis et collègues de l'IEA majoritairement, et qui ont lu des textes sur des choses qui sont loin de leur spécialité, donc ça veut dire aussi une forme de confiance, se mettre en danger. Et vous invitez aussi à suivre la conférence de Nicolas Delprat, donc jeudi à 14h30, et donc qui va être une conférence alors aussi lumineuse, parce que je l'ai déjà écoutée, et donc ça nous permettra alors de décrypter alors cette œuvre qui a servi, c'est une œuvre originale qui est exposée au château, donc qui peut apparaître comme ça, voilà, obscur, sombre, mais qui renvoie à un imaginaire extrêmement fort sur l'esclavage, les migrations. Donc une œuvre inédite, originale, qui a aussi servi à la couverture de l'affiche. Et vous dire qu'ensuite, voilà, le temps de la réflexion, je serai là aussi pour répondre à d'éventuelles questions par mail, le château aussi, et que ces conférences seront ensuite disponibles sur le site de l'IEA et du château. Et donc voilà, et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je vais donner la parole aux deux illustres conférenciers de ce soir. Donc peut-être que je me lève aussi, c'est ça? Je vais les présenter, voilà, en remerciant. Donc Catherine Kokry-Vidrovitch, qui donc, va nous parler des routes d'esclavage. Donc, présenter Catherine en quelques minutes, ce n'est pas une chose facile. Donc, juste dire que Catherine Kokry-Vidrovitch est professeure émérite d'histoire de l'Afrique à l'université de Paris 7 Diderot, que ses travaux portent bien sûr sur l'Afrique, et Catherine est la spécialiste mondiale reconnue sur le travail de l'Afrique et sur les femmes en Afrique. Catherine travaille depuis aussi de nombreuses années sur la colonisation et sur l'esclavage. Donc, dernier ouvrage publié, Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines, 6e, 20e siècle. Et donc Catherine, qui a été la conseillère scientifique du documentaire sur Arte, Les routes de l'esclavage. Et donc aujourd'hui, la présentation va être autour de cette histoire longue de la traite et de l'esclavage, à la fois en Afrique et dans l'Atlantique, et ces connexions globales à l'échelle de l'océan Indien et de l'Amérique. Donc ensuite viendra le tour d'Ibrahima Thioub, que je remercie aussi vivement d'être parmi nous, d'avoir fait un long voyage. Donc Ibrahima Thioub, qui est professeur d'histoire à l'université de Cheikh Anta Diop et recteur, donc on sait que c'est un énorme travail. Donc nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu l'arracher à une ville de 90 000 étudiants. Et chercheur associé à l'IEA de Nantes et spécialiste de l'esclavage, il a fondé à Dakar le Centre africain de recherche sur les traites et l'esclavage, qu'il dirige. Et donc Ibrahima Thioub est le premier chercheur africain à avoir posé un regard extrêmement critique sur les lectures africaines de l'esclavage et de la traite atlantique. Donc il travaille, alors il y a plusieurs axes de recherche, donc bien sûr sur les activités économiques des esclaves, sur la question des castes et de la race, et sur cette question alors qui va être au cœur même de son intervention aujourd'hui, sur les identités chromatiques en Afrique, histoire, héritage et actualité. Donc voilà, et merci et donc à tous d'avoir fait ce déplacement jusqu'à Nantes, et nous sommes très heureux de vous avoir ici à Nantes pendant ces 4 jours. Oui, alors je commence sous la surveillance du vrai spécialiste de l'estrade qui est Ibrahima Thioub. Je suis historienne
de l'Afrique subsaharienne depuis fort longtemps. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Je le suis un petit peu devenu grâce aux spécialistes. Comme Antonio l'a dit, je suis plutôt spécialiste de l'histoire de l'Afrique au temps des colonisations. Mais les choses ont beaucoup changé en France, mais pas seulement en France, dans le monde atlantique, disons, d'une façon générale, au tout début de ce siècle. En France, on le sait bien, c'est avec la loi de Taubira, le ministre de l'époque, en 2001, qui a déclaré, premièrement, qui a fait déclarer que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Après, il y a eu quelques discussions dans la classe politique, mais disons à l'époque, ça a quand même été en 2001 voté à l'unanimité des chambres. Et l'article 2 était très important, à moi qui suis enseignante, qui disait que puisque c'était un crime contre l'humanité, puisqu'il n'avait jamais été enseigné, mais il fallait désormais l'enseigner dans les établissements scolaires. Et cela a permis de constater que les connaissances en français, il y a eu quelques précurseurs, quelques rares précurseurs, très bons précurseurs, mais très rares, mais que les connaissances en français sur l'histoire de l'esclavage, je dirais français au sens large, francophone, c'est-à-dire la colonisation française en particulier dans les Antilles, en Guyane ou à La Réunion, était pratiquement inconnue, que personne, mais y compris chez les collègues universitaires historiens enseignant dans l'ancienne Sorbonne, pratiquement ne connaissait l'existence de Toussaint Louverture et du soulèvement de Saint-Domingue, devenu Haïti, le premier État noir moderne en 1804. Bref, il y avait des lacunes épouvantables, ce qui faut qu'un certain nombre de chercheurs courageux se sont lancés et ont obtenu en particulier, dès 1905-1906, la création d'un laboratoire CNRS dirigé par Myriam Kotias sur l'histoire de l'esclavage, qui a abattu depuis lors un énorme travail et qui est lié à toute une série de recherches internationales. Parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas les Français qui ont inauguré. En réalité, ceux qui ont inauguré, la même année 2001, ce sont les historiens africains à Bamako, en la personne de Ibrahima Thioub, qui était alors, disons, un jeune chercheur, ou quasiment jeune chercheur, et le Congrès international des historiens africains, qui rassemblait donc des historiens internationaux. Ibrahima a fait une communication sur l'esclavage dans les sociétés africaines. Tollé, à peu près aussi grand que lorsque les Français se sont mis à parler de l'esclavage dans les colonies françaises. Ça donnait aussi toute une série de polémiques épouvantables qui a duré 10 ans, au moins jusqu'en 2010. Et Ibrahima, qui était un homme lucide et courageux, a dit « Puisque ça pose problème, c'est donc un bon sujet. » Et c'est donc grâce à toi, Ibrahima, que, disons, la recherche de l'histoire de l'esclavage africain, en particulier, parce qu'il y en a eu bien d'autres, est devenue internationale. Les seuls qui l'avaient quand même un peu commencé, parce qu'ils avaient les Noirs américains, les Africains-Américains sur place, c'était aux États-Unis. Et en même temps, parce que tout ça est un mouvement mondialisé dès le démarrage, en même temps, ou pratiquement, en 2003, ce sont les Brésiliens qui ont voté une loi sous la pression, évidemment, des Brésiliens d'ascendance noire, qui sont extrêmement nombreux, mais qui étaient parfaitement oubliés par une espèce de manie aristocratique ancienne, connue déjà dans la péninsule ibérique et qui s'est prorogée dans l'histoire du Brésil, du critère du blanchiment. Donc on oubliait tout ce qui n'était pas blanc ou c'était méprisable. 2003, donc pratiquement 2 ans après, une loi très comparable à la loi Taubira au Brésil, qui rend obligatoire dans les écoles ce qui n'était jamais enseigné, c'est-à-dire l'histoire de l'Afrique. Et donc un démarrage formidable, et de ce démarrage, j'en ai profité aussi, parce qu'évidemment, ça m'a tout à fait intriguée. Donc, j'ai commencé aussi à m'instruire sur la question, que je n'avais pas travaillé auparavant. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas une spécialiste de très longue durée.
Je suis plutôt une généraliste qui essaye de voir comment tout ceci s'est organisé à travers le monde, parce que c'est une histoire en fait mondiale. Et finalement, associé à un collègue spécialiste de l'histoire de l'esclavage dans les Caraïbes, Éric Ménard, nous avons conçu un petit ouvrage en français, je crois qu'il était en 2009 ou 2011, je ne sais plus très bien, 2013 peut-être, qui s'appelait Être esclave, Afrique-Amérique du 15e au 20e, au 19e au 20e, du 15e au 19e siècle, je crois. Et l'idée, c'était précisément l'idée que vous posez dans cette école doctorale aujourd'hui. Qui étaient les esclaves? Qu'est-ce que c'est qu'être esclave? Qu'est-ce que c'était qu'être esclave quand on est en Afrique? Parce que l'esclavisation néologiste que les chercheurs aiment bien, parce qu'on ne naît pas avec un statut et une essence d'esclave, on le devient, soit par naissance si ses parents étaient esclaves, soit par rap, soit par guerre, soit par achat, etc. Donc l'esclavisation, elle a commencé en Afrique, elle s'est poursuivie dans les barracons, elle s'est poursuivie sur les bateaux, elle s'est poursuivie et ensuite dans les lieux d'exportation qui ont été d'abord l'Europe, a commencé par Lisbonne et la péninsule ibérique et ensuite les Amériques. Et ceci, si j'en parle, c'est parce que cet ouvrage est tombé entre les mains d'une cinéaste à qui tenait à cœur beaucoup l'idée de faire un grand reportage sur Arte, que vous avez peut-être certains d'entre vous vu, en 4 films de 52 minutes, sur l'histoire de l'esclavage, essentiellement l'esclavage africain. Le film d'Arte ne le dit pas, mais ceci, comme j'étais conseillère scientifique avec Éric Ménard du film, à cause de notre ouvrage passé, j'ai eu connaissance de l'ensemble de la documentation rassemblée pour le film, ce qui m'a... je connaissais un certain nombre d'auteurs, mais j'en ai découvert d'autres, en particulier de langues que je n'avais guère lues jusqu'alors, espagnol, portugais, etc. Et je me suis rendu compte que, effectivement, l'esclavage, l'histoire de l'esclavage, c'est une histoire mondiale depuis très très longtemps, et que l'histoire de l'esclavage africain, qui est devenue fondamentale, je dirais, à partir du XVIIIe siècle, mais même avant, mais vraiment majeure à partir du XVIIIe siècle, ben finalement, par rapport à l'histoire générale de l'esclavage, est une histoire relativement récente. Parce qu'il est probable, et vous en parlerez peut-être, que l'esclavage, le fait d'avoir des esclaves, est probablement une des choses les plus anciennes dans les sociétés du monde, partout dans le monde. Surtout à des époques très très lointaines, où les sociétés n'avaient pas de machines, n'avaient pas d'instruments, n'avaient pas de technique. Et le seul outil, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était les bras des hommes et des femmes. Et pour avoir un outil, ben, il fallait acheter un outil humain. Et par conséquent, être esclave sous une forme ou sous une autre, pas nécessairement avec le mot esclave, qui apparaît relativement tardivement, qui serait apparu, qui aurait été adopté sous cette forme en latin au IIIe siècle, parce qu'avant c'était un mot un petit peu différent, rappelant que les esclaves venaient de Slavonie, des Slaves, d'Europe du Nord, qui nous rappelle de façon très importante que dans ces époques lointaines, où il y avait beaucoup d'esclaves partout, et pas seulement à Rome, la plupart des esclaves, justement, n'étaient pas noirs. Avoir un esclave noir, ça existait déjà probablement, mais c'était rare, c'était loin, c'était compliqué. C'était donc probablement pour parler comme les propriétaires d'esclaves, quelques objets de luxe, et que la masse des esclaves, c'était des esclaves, très grande majorité blancs, et ça jusque assez tardivement dans l'histoire. Et le moment où ça va changer, c'est précisément au moment où, à cause de
l'apparition de l'islam avec Mohammed et des conquêtes, les Arabes d'Arabie vont aller conquérir en particulier l'Égypte et l'Afrique du Nord. Donc le grand centre, l'immense marché d'esclaves qui était avant pour les empires arabo-musulmans Bagdad, et qui donc brassait beaucoup d'esclaves qui venaient d'Asie de l'Est, d'Europe du Nord, etc., qui donc étaient pour la plupart blancs, mais il y avait aussi, il commençait à y avoir pas mal d'esclaves qu'on appelait les esclaves zandes, c'est-à-dire originaires d'Afrique et des côtes orientales d'Afrique. À partir du moment où, vers le Xe siècle, le plus grand centre de ce brassage devient le Caire, qui s'appelait Fustad à l'époque, alors là, on atteint véritablement la possibilité, enfin les esclavagistes, les trafiquants d'esclaves atteignent la possibilité d'avoir des esclaves venant de l'Afrique subsaharienne. Et cela commence en Afrique du Nord, entre l'Égypte et la Nubie. Le problème, c'est que l'on n'a pas, ce que je ne vous disais pas, c'est que avant le 7e siècle, on est très gêné par l'absence de sources écrites. Il y en a quelques-unes. Aristote, grec, a écrit que tous ceux qui n'avaient pas la culture grecque, c'était une affaire de culture, tous ceux qui n'avaient pas la culture grecque n'étaient bons qu'à être esclaves. Je me souviens encore d'une... Il ne faut pas que je traîne trop longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je me souviens d'une anecdote qui s'est passée en 1995, si je me trompe, année où est parue une très grande histoire générale des femmes en Occident, dirigée par Georges Duby et Michel Perrault, et qui avait eu l'intelligence de demander à des non-auteurs de leurs gros livres, il y avait 5 volumes suivant les différentes périodes de l'histoire, de faire la critique du livre. Et la spécialiste qui avait été chargée de la critique du livre pour l'esclavage, pour les femmes, c'était l'histoire des femmes en Occident, l'esclavage dans la Grèce ancienne, dans les temps anciens, a dit « mais vous n'avez rien sur l'esclavage, sur les femmes esclaves ». Et les auteurs de ce premier volume ont répondu cette chose qui paraît complètement étonnante aujourd'hui, mais qui n'était pas dans l'historiographie française de 1985. Nous n'avons pas parlé des femmes esclaves parce que nous n'en avons pas trouvé. Ce n'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est qu'ils ne les avaient pas cherchées. Et quand on ne cherche pas quelque chose, on ne le trouve pas. Et effectivement, le gros problème de l'histoire des esclavages, c'est qu'on ne les a pas cherchés pendant très longtemps. Et pourquoi tout d'un coup on s'est mis à les chercher? C'est-à-dire, ça pose le problème de ce tabou extraordinaire et généralisé sur l'histoire des esclaves, l'histoire de l'esclavage. On n'en parlait pas. Alors on n'en parlait pas dans aucun pays, pour des raisons différentes. Alors, si nous prenons plus près de chez moi, puisque je suis française, du côté de l'esclavage français, ben, c'était, disons, du côté des esclavagistes, après le siècle des Lumières et après qu'il y a eu la suppression de l'esclavage, c'était devenu honteux d'avoir des ancêtres esclavagistes. Donc, les choses honteuses, on n'en parle pas parce que c'est sensible et donc on les oublie. Mais c'était aussi le cas des descendants d'esclaves à qui on avait insufflé pendant 3 siècles ou 4 siècles l'idée qu'être esclave c'était mal, c'était vil, c'était la chose la plus méprisable du temps, donc qui avait fini par intégrer que avoir des ancêtres esclaves c'était honteux. Et ce qui existait encore au début de ce siècle, qui maintenant a pratiquement aussi disparu. Et c'était totalement passé sous silence dans les sociétés africaines, si bien qu'à mon avis, c'est un avis personnel, mais je pense que les premiers ethnologues, je ne sais pas ce que Ibrahim en pense, les premiers ethnologues et anthropologues, jusqu'à une date tardive, sont passés complètement à côté de l'esclavage, parce que personne ne leur en a parlé, et parce qu'ils n'ont pas vu. En réalité, alors ils ont traduit, bon, il y avait quand même des dépendances de l'esclavage domestique, mais c'était pas bien méchant, enfin ça n'existait pas. Ça n'existait pas parce qu'on n'en parlait pas, parce qu'en parler, traiter quelqu'un d'esclave est une injure suprême. Il est hors de question
rappeler que les ascendants de quelqu'un a été esclave. Donc là encore, on ne parlait pas de ce qui a été une des formes de travail probablement majeure dans tous les pays du monde pendant très longtemps. Alors c'est de là qu'est partie l'idée parallèle à ces films. Moi je ne suis pas cinéaste, les 4 films qui ont été faits par Arte sont faits par de très bons cinéastes. Moi, c'était de me reporter à tous ceux qui, depuis cette époque pas très ancienne, mais néanmoins qui a produit énormément de travaux intensifs depuis une bonne quinzaine d'années, de me reporter à tous les travaux qui avaient été faits. Souvent, les chercheurs ont un domaine précis. Un Brésilien va travailler sur l'esclavage au Brésil, un Africain de l'Ouest va travailler sur l'esclavage en Sénégambie, un Français va travailler, ou un francophone va travailler sur l'esclavage aux Antilles, par exemple, et à certaines périodes, plus anciens, plus récents, etc., chacun a creusé très fort un sillon, et moi, comme généraliste, non spécialiste, comme je le disais, d'une période particulière en ce qui concerne l'esclavage, mais je me suis dit, je voudrais montrer à quel point il s'agit non pas d'un phénomène localisé, mais d'un phénomène mondial qui a été vécu de façon différente dans les différentes parties du monde, et en centrant évidemment, parce que quand même c'est ma spécialité, sur ce qui m'intéressait au premier chef, c'est-à-dire l'esclavisation des Africains subsahariens, mais sans faire abstraction de l'ensemble du reste. C'est un petit peu l'histoire de cet ouvrage que j'ai voulu faire, donc qui s'appelle « Les routes de l'esclavage ». Mais le sous-titre est un peu différent de celui du film. Mon sous-titre, c'est « Histoire des traites africaines du 6e au 20e siècle ». J'aurais préféré l'appeler personnellement « Histoire des routes des esclaves ». Et non pas des routes de l'esclavage, titre qui a été gardé à cause du film. Et parce que ce n'est pas le phénomène esclavage qui est important, c'est véritablement quel était le système social, économique, global qui permet de comprendre pourquoi cet esclavage a existé depuis si longtemps et de façon si tenace, et comment finalement il a abouti, au bout d'un certain nombre de phases et de périodes, à faire identifier l'esclavage et la couleur noire, ce qui n'était pas du tout le cas au démarrage. On ne sait pas en général dans l'Antiquité de quelle couleur étaient les esclaves, parce qu'ils étaient de n'importe quelle couleur, et les maîtres aussi d'ailleurs. C'est le cas. L'Égypte était un carrefour extraordinaire de populations venant de toutes les parties du monde, du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, et par conséquent, c'était un peuple qui était issu, par définition, d'un grand mélange culturel, donc biologique aussi, et où les gens étaient un peu de toutes les couleurs. Il y a eu à une époque une discussion absolument absurde, mais qui a beaucoup occupé les Américains dans les années 1980, entre un très grand linguiste et une très grande helléniste, pour savoir quelle était la couleur de Cléopâtre, vous savez, la dernière pharaon. Personne ne connaît la couleur de Cléopâtre, personne ne l'a écrit. Le premier qui ait parlé de la couleur de Cléopâtre, c'est Shakespeare, qui n'était pas historien, qui tantôt, dans une tragédie, la traite de brownie, c'est-à-dire basanée, ou tantôt de black, parce qu'elle aurait eu une grand-mère, je ne sais plus, une ascendance. Bon, alors c'était une discussion qui était encore de mise dans les années 1980, totalement ridicule, parce qu'on ne comprenait pas, en Occident, je dirais, parce qu'il s'agit de querelles occidentales, on ne comprenait pas comment on pouvait séparer, surtout du côté américain, où la couleur barre est si forte, comment on pouvait séparer la couleur du statut d'esclave, en oubliant à quel point c'est l'esclavage qui a donné naissance au racisme anti-noir et non le contraire. Et que cette fabrication du noir comme esclave, comme devenant esclave, est en fait une fabrication occidentale
qui est apparu, enfin ça a commencé un petit peu bien sûr en Afrique du Nord, parce que les arabo-musulmans d'Afrique du Nord sont descendus vers le sud pour chercher des esclaves. Alors ils ont d'abord esclavisé des berbères de toutes les couleurs aussi, parce qu'ils étaient quand même déjà en train de traverser le Sahara avec les dromadaires, et il y avait donc beaucoup d'échanges. Et puis les berbères, à leur tour, se sont mis à esclaviser les gens plus au sud, donc les Noirs sont apparus. Et ça, pour la première fois, on connaît un texte surnommé le Bact, qui n'a été d'ailleurs connu que, il me semble, au 8e, 9e siècle, mais qui daterait de la fin du 7e siècle, un accord entre les Égyptiens musulmans qui avaient conquis l'Égypte et les Nubiens au sud, qui étaient animistes ou plutôt chrétiens, anciens, qui se faisaient constamment la guerre parce qu'ils voulaient se conquérir mutuellement. Et finalement, il y a eu un accord. Les Nubiens allaient payer, je crois, 200 esclaves par an, un petit peu moins, tous les ans, pour que la paix soit acquise définitivement. Et l'accord aurait tenu jusqu'au XIVe siècle, avec l'arrivée de l'Empire ottoman. C'est la première fois que l'on voit apparaître véritablement les Noirs comme esclaves, et à cause de ça, dès le 9e, 10e siècle, c'est vrai que dans la littérature de langue arabe, on trouve des jugements négatifs des Noirs étant esclaves. Mais ce n'est pas un jugement intégralement négatif. Il y a des belles Noires, il y a des esclaves de qualité, enfin, tous les Noirs ne sont pas affreux, ne sont pas mauvais, etc., comme on le trouve dans certains... L'identification complète entre l'esclave et le Noir, c'est une invention de la traite atlantique. C'est-à-dire qu'elle va commencer au XVe siècle, donc elle a un peu commencé au 9e, 10e siècle, mais elle va véritablement devenir générale à la fin du XVIe siècle. Les planteurs américains ont d'abord essayé d'utiliser dans les plantations esclavagistes des Indiens d'Amérique. Ils mouraient comme des mouches, ils ne supportaient pas les nouvelles maladies, ils n'étaient pas protégés. Et puis il y a eu une grande discussion au XVe siècle, XVIe siècle, pour savoir si les esclaves avaient une âme ou pas. Et finalement, Las Casas s'est beaucoup battu pour faire reconnaître que les Indiens avaient une âme, par conséquent, ne devaient pas être esclaves. Donc le pape a décidé, le pape était une puissance temporelle à l'époque, le pape a décidé que les Indiens ne seraient pas mis en esclavage en Amérique. Mais Las Casas se battait pour les Indiens, il a laissé faire pour les Noirs. Il ne pouvait pas se battre pour tout le monde, probablement. Et il a dit, les Noirs, oui, ils ont une âme aussi, mais enfin, ils peuvent être esclaves quand même. Et ceci devient général, vraiment général, à la fin du XVIe et au XVIIe siècle. Si bien qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans l'Atlantique, lorsque, pour un occidental ou pour un Américain blanc, on voit un Noir, il n'est bon qu'à être esclave, et il n'est pas question qu'il y ait des esclaves autres que noirs. Donc là, vous avez vraiment l'identification entre le statut d'esclave infériorisé par définition et être noir, donc la naissance du racisme anti-noir qui va surtout être systématisé au XIXe siècle, au moment, paradoxalement, enfin ça n'est un paradoxe qu'en apparence, au moment où l'on va progressivement interdire l'esclavage en Occident. Parce que ce qui différenciait précisément le noir des autres, et qui l'infériorisait par définition, c'était qu'il était esclave. À partir du moment où il n'est plus esclave, on ne le considère pas mieux pour ça. Mais pourquoi est-il inférieur ? Et c'est à ce moment-là que naissent véritablement, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et ça va beaucoup se développer tout au long du XIXe siècle, les théories racialistes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des races et que ces races ne sont pas égales. Au XVIIe siècle encore, quand on disait de quelqu'un « il est de race », ça voulait dire « il est de race aristocratique ». Ça n'avait pas ce sens-là.
Au début du XIXe siècle, après Linné et Buffon, ben, il y a au moins 3 races. La blanche qui est la supérieure, la noire qui est l'inférieure, et puis la jaune qu'on départage quelquefois entre 2 ou 3, qui est intermédiaire. Alors tant que les scientifiques du XIXe siècle, ce qui se passe à la fin du XIXe siècle, ont cru qu'ils avaient démontré effectivement qu'il y avait des races, c'est pas le mot racisme convient plutôt moins que racialisme, les théories racistes. Mais ces théories racistes étaient considérées comme la science de l'époque en Occident. Donc les gens pensaient que c'était vrai scientifiquement. Seulement dans les années 1920, la génétique commence à se développer et les généticiens, dans le secret de leur laboratoire, démontrent que les races dans l'humanité, ça n'existe pas. Il y a une espèce humaine, ce qui veut dire que tous les gens peuvent se croiser, enfin les hommes et les femmes, partout dans le monde, quel que soit leur aspect physique, grand, petit, jaune, vert, noir, ou ce que vous voulez, pour procréer. C'est ça la définition d'une espèce, et par conséquent, les races n'existent pas. À partir du moment où il est démontré que les races n'existent pas, ce qui est le cas dans les petits cercles scientifiques dans les années 1920, si on continue à dire que les races existent, on est raciste, parce qu'on refuse la vérité scientifique. Ben, on a mis 50 ans en Occident pour faire passer cette vérité génétique des années 1920. Le premier biologiste qui publie un ouvrage généraliste pour expliquer ça, c'est Jacquard, en, je crois, 1976. Et en 1960 encore, dans les petits dictionnaires Larousse, etc., qu'on distribuait dans les écoles, vous avez, au mot race, vous avez la race blanche, la race noire et la race jaune. Vous avez aussi l'explication que la race noire est considérée comme inférieure, telle que le raconte la Bible dans l'histoire de Noé. Reportez-vous à la Bible, c'est une invention, c'est pas la Bible qui le dit. La Bible dit qu'effectivement Noé avait bu, qu'il était tout nu, que son plus jeune fils l'a vu et a appelé ses frères en lui disant « Viens te moquer de Noé parce que de notre père il est tout nu », que les frères ont été très offensés, que le père a été très offensé quand il s'est réveillé dessoulé et qu'il a maudit son troisième fils dans sa descendance. Ça, c'est la Genèse. Mais ce sont les exégèses qui commencent à apparaître au IIIe siècle, puis au 7e, 8e siècle, et qui sont reprises très fortement par les théologiens catholiques flamands du début du XIXe siècle, qui vont introduire l'idée que la malédiction, c'était d'être noir. Ben, les dictionnaires de 1950, de 1960, ils disaient encore « reportez-vous à la Bible ». C'est-à-dire que les auteurs de la notice de dictionnaire ne s'étaient pas reportés à la Bible pour vérifier. Et qu'on le pense encore toujours communément. Donc il y a une accumulation d'une histoire de ce qu'était être esclave et ce qu'était être noir, disons, dans l'imaginaire et dans la réalité occidentale, qui est très importante. J'ai combien de temps encore? Pardon? Un quart d'heure. Alors, à partir de là, en m'interrogeant pourquoi, justement, pourquoi on avait omis, pourquoi on avait oublié, pourquoi on avait refoulé cette histoire et ce que ça signifiait également, j'ai cherché ensuite dans mon ouvrage à montrer les différentes périodisations et ce qu'on en sait, c'est-à-dire effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les temps anciens dont on ne sait pas grand-chose, parce que les seules sources, les seules preuves qu'on en a, c'est que les voyageurs arabes qui sont allés dans des sociétés autres ont écrit et ont vu des esclaves. Donc il y en avait déjà avant eux. Donc ce ne sont pas les arabo-musulmans qui ont inventé l'esclavage. Ça, c'est très important. D'autant que on le savait depuis très longtemps, puisque, comme il me semble vous l'avoir déjà dit, Aristote avait dit que tous ceux qui n'avaient pas la culture
la culture grecque n'était bon qu'à être esclave, et que d'ailleurs dans le monde musulman c'est la même chose, c'est tous ceux qui n'avaient pas la culture, alors la culture de l'époque c'était la religion, c'est-à-dire l'islam, tous ceux qui n'étaient pas musulmans devaient être, n'étaient bons qu'à être esclaves, donc il fallait conquérir pour trouver des non-musulmans pour les esclaviser. Et c'est ça aussi qui change avec l'esclavage atlantique, parce que ça n'est plus, il est reconnu que ça n'est plus une question de culture, en particulier dans le code dit Code noir de Colbert, dit de Colbert en 1685, l'article 1er du Code noir dit que tous les esclaves doivent être baptisés. Donc il ne s'agit plus d'une question de culture, il s'agit là très clairement d'une question de couleur. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, nègre, au XVIIIe siècle, nègre avait été synonyme de esclavage. Alors après cette période islamique, il y a la période fondamentale sur laquelle je ne vais pas revenir parce que c'est le grand domaine d'Antonio, de la vie luso-africaine entre Portugal et l'Afrique au XVe et au XVIe siècle. Pensez que les Portugais arrivent en Afrique en 1415, qu'ils arrivent au Cap de Bonne-Espérance en 1488, oui, pardon. Mais que l'Amérique n'est abordée dans ces îles qu'en 1492, c'est-à-dire que le XVe siècle est un siècle qui se passe exclusivement entre les Portugais et les Africains de la côte occidentale d'Afrique, que les Portugais ne sont pas très nombreux, que ce qu'ils veulent aller chercher dès le démarrage, parce qu'ils l'ont appris par les Méditerranéens, par le fameux Atlas de 1375, Atlas catalan, que l'or que recevait l'Europe occidentale ne venait pas d'Afrique du Nord, mais transitait par l'Afrique du Nord. Ils le savaient déjà d'ailleurs par les récits reçus dans la Méditerranée, mais arrivait du sud du Sahara. Et ce que veulent les Portugais quand ils commencent à naviguer le long des côtes occidentales d'Afrique, à partir de 1415, c'est aller chercher l'or à sa source. Et allant chercher l'or à sa source, ils ramassent aussi des esclaves, c'est comme ça que ça va commencer, et ces esclaves, pendant un siècle et demi, sont exclusivement importés en Europe, et Lisbonne, à ce moment-là, est le plus grand port occidental grâce au trafic des esclaves. Alors c'est ce qu'on voit à partir de ce moment-là très clairement, mais qui était également réel avant, c'est à quel point le système esclavagiste est un système économique de profit. C'est une société esclavagiste dont les partenaires ont tous intérêt à pratiquer ce qui est un des commerces les plus rémunérateurs de l'époque, un des commerces internationaux. C'est international, parce que à partir du moment où les esclaves vont aller en Amérique, alors vous avez le circuit qui se fait soit un commerce triangulaire en Amérique du Nord, dans l'Atlantique Nord, soit directement en droiture entre l'Angola, la côte congolaise et le Brésil dans l'Atlantique Sud. Ce sont des expéditions qui sont dangereuses, où on peut perdre sa cargaison s'il y a une épidémie, s'il y a un naufrage, s'il y a des pilleurs, etc., mais qui peuvent doubler, multiplier la mise par 5 ou 6, et par conséquent, cela va mettre en branle tout un système financier qui va connaître son sommet au XVIIe, au XVIIIe siècle avec les Britanniques d'abord et aussi les Français, en particulier les compagnies d'assurance, parce que il faut se dire que les gens en Europe ne voyaient pas beaucoup d'esclaves, ne voyaient pas beaucoup de Noirs. Il y en avait dans les ports, il y en avait sur les bateaux, mais on pouvait ne pas les voir si on ne voulait pas les voir, mais ce qui n'empêchait pas d'investir dans les palazos. Et donc, pour diviser les risques, on n'investissait pas tout son argent dans un bateau, mais on investissait des parts de bateaux.
6 parts dans 6 bateaux. Bon, on avait des chances pour qu'au moins la moitié des bateaux arrivent sains et saufs et rapportent de l'argent, même si les 3 autres étaient... Donc vous avez un système financier, économique, et qui fait travailler l'ensemble des économies européennes d'une façon fantastique, avec beaucoup de ramifications très à l'intérieur. Vous avez Fribourg en Suisse, qui a connu l'éclosion d'une économie formidable à partir du XVIe siècle en produisant du fromage, du gruyère. Alors je pense que ce n'était pas pour les esclaves, mais pour les matelots. Mais n'empêche que Fribourg, le gruyère de Fribourg, qui est en Suisse, a eu un essor formidable à cause de la traite atlantique. Vous avez une petite ville de Bretagne, je suis allé il n'y a pas très longtemps, son nom m'échappe, mais qui était spécialisée dans la fabrication des voiles de bateaux à partir du chanvre breton. Et c'est Vitré. C'est une ville de l'intérieur, c'est pas une ville sur la côte, mais avec une bourgeoisie commerciale et industrieuse extrêmement importante dès le XVIe siècle. Et à Vitré, vous avez une cheminée de la fin du XVIe siècle, il me semble bien qu'à la fin du XVIe siècle, avec déjà des décorations avec des gousses de cacao, alors que le cacao était encore pratiquement inconnu comme consommation en Europe. Et puis alors vous avez, Christian Grattalou a écrit récemment un ouvrage là-dessus qui est tout à fait, qui est à la fois simple et évident. Le petit déjeuner généralisé au XVIIIe siècle, le café et le chocolat, le sucre aussi. Alors évidemment, je ne vais pas parler du sucre, mais le sucre, c'est les grandes plantations qui sont nées d'abord à São Tomé avec les Portugais et qui sont passées au Brésil et de là dans les Antilles et de là un peu partout. Le petit déjeuner devient quelque chose de généralisé dans une grande partie du monde. Le chocolat, le sucre, le thé pour les Britanniques, pas beaucoup pour les Français, mais beaucoup pour les Britanniques. Mais tout ça, ce sont des produits tropicaux qui sont produits uniquement par les plantations esclavagistes. Par conséquent, la vie quotidienne est complètement imprégnée, non seulement les banques d'investissement, les industries, etc., la construction des bateaux, etc., mais la vie quotidienne est complètement imprégnée des profits tirés de l'esclavage. Et je terminerai par là parce que le temps passe. C'est tout à fait dramatique de constater, enfin c'est étonnant, disons, dramatique non, parce que si on fait un drame de tout, enfin tout est tellement dramatique que les adjectifs ne suffisent pas, mais la suppression de l'esclavage dans les îles britanniques et dans les îles françaises a donné une grande impulsion à l'économie occidentale. Une chercheuse britannique qui s'appelle Catherine Hall vient de faire une étude extrêmement fouillée, quantitative, pour savoir quelles étaient les sommes totales versées aux planteurs britanniques de l'ensemble des Caraïbes. Elle est arrivée à la conclusion que les sommes équivalaient aux sommes investies par les Britanniques en 2008 à la suite de la catastrophe bancaire, et que les planteurs britanniques qui avaient déjà fait leur révolution industrielle depuis... Enfin, plus exactement, la Grande-Bretagne ayant fait sa révolution industrielle déjà commencé depuis la fin du XVIIIe et bien avancé au moment de la suppression de l'esclavage dans les années 1830-1840, eh bien les planteurs ont investi, mais ils n'ont pas investi dans les plantations tellement ils ont investi dans l'industrie, dans la finance, dans la révolution industrielle, c'est-à-dire que la suppression de l'esclavage a été rentable pour l'économie occidentale. Et les sommes versées aux planteurs français sont encore supérieures comparativement aux sommes versées aux Britanniques. Les Français étaient moins entrés dans la révolution industrielle, ils ont moins investi, et ils ont surtout modernisé leur plantation avec cet argent. Donc ils ont industrialisé la production du sucre avec la suppression de l'esclavage.
Je schématise évidemment énormément, mais tout ça pour vous dire que l'histoire occidentale, d'une façon générale, est nourrie de l'histoire de l'esclavage autant que de l'histoire de la colonisation. Et que ce n'est pas du tout étonnant que, de ma part, quand je me retourne, que je me suis dit, j'ai travaillé dans l'époque de la colonisation, mais je veux savoir comment c'était avant. Mais avant, c'était déjà, effectivement, un système économique de profit fondamentalement inégal, bien que, évidemment, j'en ai pas parlé, mais les partenaires africains sur la côte y avaient aussi leurs avantages, parce que, bien entendu, ils ne vendaient pas, sauf en cas de désespoir et de déclin fort, ils ne vendaient pas leurs sujets, mais ils étaient comme dans tous les pays du monde. Le continent africain est extrêmement grand. Ils avaient des voisins, ils se battaient, tantôt ils étaient en paix, tantôt ils étaient en guerre. En tous les cas, ils allaient chercher des étrangers, c'est toujours ça, toujours des étrangers, pour en faire des esclaves, pour répondre au marché. Alors évidemment, le marché n'était pas nécessairement sur place, encore que de plus en plus le marché est devenu intérieur, parce qu'il y a une propagation du système, si bien qu'au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, on peut dire que le système esclavagiste avait, je dirais pour simplifier quand même, envahi le monde. Voilà, merci. Alors, on m'a demandé de vous parler de l'identité de couleur en Afrique. C'est toujours difficile de s'enfermer sur le continent et de ne pas être connecté au monde, surtout quand on s'adresse aux questions liées à l'esclavage. Puisqu'il y a l'esclavage interne, mais il y a aussi les traites qui participent de ces définitions identitaires. Mais en même temps, c'est tellement un lieu commun, la couleur de la peau, tout le monde croit s'y retrouver, que cela existe des noirs et des blancs, que si je m'en arrête à cette expression, ce sera peut-être pas avantageux puisqu'on est dans une université d'été où il y a des doctorants, c'est d'amener plus la question pédagogique et les difficultés à étudier une question. Puisqu'on est de la société, et donc on est impliqué dans ces débats idéologiques, dans ces débats politiques, dans ces enjeux de société, et ça rend compliqué pour le chercheur de pouvoir se décentrer et de réfléchir sur la question. Puisqu'on est embarqué dans les idéologies qui nous apprennent à penser les choses d'une certaine façon, ou à les voir d'une certaine façon. Alors que par définition, la science essaie de subvertir justement cette vision du commun. Ça de tout le temps dire que ce n'est pas le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest, mais que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. C'est beaucoup plus compliqué à concevoir. De même qu'il est absolument difficile de concevoir que l'eau qui éteint le feu est composée de deux gaz très inflammables, l'hydrogène et l'oxygène. Alors, le même rapport qu'on a à cette dimension scientifique, science de la nature, c'est encore beaucoup plus compliqué quand il s'agit des sciences humaines. Je disais que je pourrais partir, c'est pourquoi je vais élargir la perspective. Je ne vais pas seulement m'arrêter à la couleur de la peau, mais je vais vous donner un autre exemple de construction de l'altérité radicale de l'esclave. Puisque je conçois que sous le salariat, on essaie d'éliminer la différence radicale, de faire de tous des consommateurs égaux et identiques. Tandis que dans les régimes anciens, on construit la différence entre dominant et dominé par la radicalité de l'altérité. Je vais y revenir pour montrer comment on le fait par la couleur de la peau, mais également comment on le fait par un autre facteur qui est un facteur naturel, c'est-à-dire le sang.
Antonio a parlé tout à l'heure de quelle est la couleur du sang. Ça me rappelle le roman de Brink, Rouge et le sang des Noirs. Mais je vais mettre en parallèle les deux pour les voir fonctionner et à quoi ça sert. Je m'adresse plus aux étudiants pour leur dire que parfois on est obligé d'aller à contre-courant. Et si on n'est pas, si on n'est pas capable, on n'a pas le courage d'aller à contre-courant, on reste dans les lieux communs et ça ne fait pas avancer les choses, ça n'aide pas à faire avancer la science. Et parfois, même quand vous essayez d'avancer, on vous oppose une certaine terreur. Ne soyez pas terrifiés. Ceux qui le font savent bien ce qu'ils font. Ils cherchent à vous intimider. Si vous restez sur votre position et vous travaillez solide, ils finissent par essayer de négocier avec vous et de voir comment ils veulent vous amadouer à réduire la radicalité de votre position. Je l'ai vécu, Catherine l'a rappelé tout à l'heure, à Bamako. C'était le 11 septembre 2001. Donc, la même date. Moi, je l'ai vécu autrement. Puisque j'avais fait l'objet d'un bombardement en règle, avec bazooka, et le plus difficile, c'était que c'était mes maîtres qui s'en étaient chargés. Bon, mais mon caractère rebelle m'a dit, bon, il faut aller au combat, et je suis allé au combat, et c'est Catherine qui était l'arbitre. C'est elle qui présidait le panel où j'ai été très attaqué. Mais tous ceux qui m'avaient attaqué, aujourd'hui, on est d'accord. Ils sont maintenant revenus à de meilleurs sentiments. Bon, j'ai pas mis beaucoup d'eau dans mon vin, mais bon, je crois que eux ont mis un peu de vin dans leur eau. Alors, je vais vous dire peut-être 3 anecdotes qui montrent un peu l'aveuglement que crée l'identité de couleur. Et montrer après à quoi ça sert. Aussi bien chez les perpétrateurs, on dit, ou les bourreaux, je n'aime pas trop ce terme, et les victimes. Alors, je me souviens, un jour, j'étais aux archives de Nantes, ici, à Casternau, et puis il y a un vieux monsieur qui est venu à moi et qui m'a dit « Vous venez de quel pays d'Afrique ? J'ai passé 30 ans en Afrique, j'aime bien l'Afrique, c'est un continent qui me plaît beaucoup. » Je lui ai répondu « Moi, je suis suédois. » La semaine où il me posait la question, l'équipe de 4 fois 100 mètres de relais de la Suède venait de gagner la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Ils étaient tous plus noirs que moi. Mais il était incontestable que c'était des Suédois. Je lui ai dit que je suis suédois. Il était un peu décontenancé. Il a reculé. Il m'a regardé par 2 fois et m'a dit « Ah oui, donc ce sont vos parents qui ont dû émigrer. » Je lui ai dit « Mes parents, c'est plus compliqué parce qu'eux, ils viennent de la Californie. » C'était un peu pour le pousser à dire qu'on ne peut pas assigner une identité à quelqu'un, une identité même nationale à quelqu'un, parce que l'identité nationale, ça relève d'un code, c'est le code des nationalités qui dit comment on devient d'une nation ou d'une autre. Donc, ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine de quel continent vous venez ou de quelle nation vous êtes. Mais c'est tellement ancré dans la tête des gens qu'ils pensent que quand ils me voient, ils estiment que je dois venir d'Afrique et que je ne peux venir que d'Afrique. Ce n'est pas toujours vrai. Deuxième chose, ça c'est une collègue qui est ici présente, historienne, qui travaille sur le retour des Antillais au Sénégal. On en a souvent discuté. On a vu que j'ai lu un texte que, bon, c'est tout à fait, c'est un vécu très facile à identifier en Afrique, hein, qu'un Antillais qui quitte les Antilles, aux Antilles, il peut être considéré comme métis. Il arrive en France, il est un black. Il arrive au Sénégal, il est un blanc. Et c'est la même personne. Donc, où est-ce qu'on doit poser le curseur? C'est les sociétés qui souvent en décident. Et quand ils en décident, tout le monde les suit et personne ne se pose la question. Quand Obama a été élu président, j'étais au Wissenschaft College. La voix de l'Allemagne m'a appelé tôt le matin pour me dire si j'étais
pour exprimer mon enthousiasme à l'élection de Obama comme premier président noir. Ils m'ont dit, dès que j'ai décroché le téléphone, alors vous êtes heureux, il est élu. J'ai dit, c'est qui est élu? Ils me disent, ah, vous n'êtes pas au courant, Obama vient de gagner les élections aux États-Unis. J'étais bien sûr au courant. J'ai dit, ah oui, c'est très bien. Alors, vous êtes enthousiaste, qu'est-ce que ça vous fait, le premier président noir? J'ai dit, bon, ça ne me fait rien, je considère simplement qu'un bon Américain a été élu président des États-Unis. Mais que je ne crois pas qu'il puisse être défini comme un noir. Puisque je crois que c'est sa mère qui est blanche et son père est noir. Et le produit de cette rencontre, je ne vois pas pourquoi on devrait la qualifier de noire. C'est un métis. Et pourquoi la société américaine n'accepte pas des métis, bon, et que ça arrive à être accepté par tout le monde? Troisième exemple que je voudrais partager avec vous, je crois que c'est en 2007. Nous organisons un colloque à Aix-en-Provence. C'est Myriam Kotias qui dirige le colloque, qui l'organise. Et à l'issue du colloque, j'étais avec elle et il y a une équipe de Antenne 2. Je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, la chaîne de télévision publique. Le journaliste est venu l'interviewer à propos de notre colloque qui portait sur esclaves, noirs, Soudan, les différentes formes d'expression de l'esclavage, de l'identité des esclaves atlantiques. Et la journaliste lui demande, vous, en tant que femme blanche, quelle est votre crédibilité à organiser un colloque sur l'esclavage des Noirs? Myriam lui répond, mais c'est vous qui décidez que je suis une femme blanche. Est-ce que vous pouvez le démontrer? Moi qui connaissais sa famille, je savais bien de quoi elle parlait. Donc, ces évidences-là, c'est ça que nous devons tout le temps questionner en tant qu'historiens, en tant que des gens des sciences humaines. Et les questionner et aller jusqu'au plus loin possible dans le questionnement. Je vais essayer de voir ça avec comment ça naît de l'esclavage. Catherine vous en a déjà dit un mot. C'est déjà la rencontre, ça démarre déjà avec la traite transsaharienne, où il y a le Bilat al-Soudan, le pays des Noirs. Au départ, ce n'est pas le racisme, parce que vous ne rencontrerez pas, on n'apporte pas une certaine importance à la couleur de la peau dans le texte fondateur de l'islam, le Coran. Donc, c'est lorsque, avec l'évolution de l'empire arabe, son expansion jusqu'en Espagne, jusqu'en Afrique, l'islamisation, avec le développement de l'empire, on a eu besoin d'esclaves. On les a cherchés partout, noirs, blancs, jaunes, partout, parce que l'empire couvrait l'Europe, l'Afrique, l'Asie, et donc les esclaves venaient de partout. Mais quand ça s'est concentré en Afrique au sud du Sahara, que ça s'est très largement développé avec l'Irak, les Singes, ensuite ça s'est développé dans l'empire arabe, on a commencé à avoir une approche racialiste. Et donc, identifier le noir à l'esclave. Et cela a développé une construction idéologique qui a imprégné toute la société jusqu'à identifier noir et esclave. Même si il était évident qu'il y avait des musulmans qui étaient de, entre parenthèses, couleur noire, et que du point de vue du texte religieux, on ne peut pas mettre en esclavage un musulman. Un musulman ne peut pas mettre en esclavage un autre musulman. Donc il a fallu construire une autre identité qui est l'identité de noir du Soudan pour pouvoir légitimer la mise en esclavage indistinctement des Noirs, qu'ils soient musulmans ou non, même convertis à l'islam, on les garde, parce que normalement le djihad vise à l'expansion du Dar al-Islam vers le Dar al-Harb, l'espace de la guerre,
Et c'est ça qui justifie en islam la mise en esclavage. Mais une fois qu'on devient musulman et qu'on est islamisé, on ne peut plus être esclave. Mais pour le perpétuer, il a fallu faire une fabrication idéologique qui identifie noir et esclave et pouvoir imprégner fondamentalement la société jusqu'à ce que cette identification soit idéologiquement ancrée dans la société pour pouvoir perpétuer cette identification. Avec l'Atlantique, ça devient, Catherine l'a montré tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, ça devient une systématisation, mais au départ, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une identification noire et esclave. Quand on regarde la société sao-toméenne, où on expérimente les plantations, la majorité des personnes qui y vivent sont considérées comme des Portugais. Qu'ils viennent du Portugal ou qu'ils soient nés du métissage entre Portugais et Africains, ils sont tous appelés Portugais. Et aujourd'hui encore, vous allez au Sénégal, les Cap-Verdiens qui viennent au Sénégal, nous les appelons des Portugais. Donc au départ, il n'y a pas cette connotation raciale. C'est après que se construit la racialisation, et particulièrement au XVIIIe siècle, quand la traite atteint son pic, qu'on a une identification radicale. Et à quoi sert cette construction identitaire? Dans le système esclavagiste tel que je l'ai expérimenté par la recherche, et ici, il est important, et particulièrement pour les doctorants, de faire un exercice de définition, d'être très précis sur ce dont on parle. Dans le système esclavagiste, quelle que soit la société où ça se passe, il y a un besoin de distinction radicale entre le maître et l'esclave. Et plus la distinction est radicale, plus le système est efficace. Mais que vise la distinction? Les constructions identitaires qui sont le fait des maîtres. Quel est l'objectif des maîtres? L'objectif des maîtres, c'est de faire qu'on ne voit pas le rapport réel de maître à esclave. Il faut trouver un moyen de couvrir ce rapport pour aveugler tous les acteurs pour que ce rapport réel ne soit pas visible. Quel est le rapport réel et comment il se construit réellement? C'est que pour mettre en esclavage quelqu'un, nécessairement, il faut de la violence qui est exercée sur des individus. Cette violence qui met en captivité un individu, soit par la guerre, par le rapt, la razzia, au moment où la captivité est établie, nous ne sommes pas encore dans l'esclavage. On a des captifs qui ne sont pas des esclaves. C'est ça qui fait que le terme traite des esclaves sur l'Atlantique ne me semble pas scientifiquement correct. Les Africains qui quittent l'intérieur du continent, parmi eux, il se peut qu'il y ait des esclaves parce que l'esclavage a existé en Afrique. Mais majoritairement, c'est des gens libres qui sont mis en captivité par la violence et qui sont amenés sur les côtes. Et quand ils arrivent sur les côtes, ils ont une identité. Soit c'est des artisans, majoritairement c'est des paysans, soit ils peuvent être des Wolofs par leur langue, des Soninké, des Yoruba, une diversité extrême. Mais quand ils arrivent sur la côte, tout de suite, les maîtres sentent la nécessité d'effacer toute cette identité qui renvoie à une historicité. Parce que le fait d'être commerçant, le fait d'être paysan relève d'un processus historique. Il faut tout de suite commencer à rompre le processus historique pour produire un esclave dans le futur. Et détruire cette historicité, c'est utiliser le maximum possible des termes qui naturalisent le rapport. On va chercher des facteurs naturels pour construire des identités qui permettent
d'éliminer l'historicité du rapport. Puisque tant qu'on est dans l'historicité du rapport, c'est que le rapport peut être défait. Si vous m'avez soumis en captivité par la violence, si j'arrive à vous opposer une violence plus grande, je peux me libérer et repartir chez moi. Donc ça rend possible la libération. Mais si, par un travail idéologique, vous arrivez à me convaincre que si je suis réduit à l'état où je suis, c'est par la couleur de ma peau, et si j'y adhère, le jeu est fait. Ne pouvant pas me débarrasser de la couleur de ma peau, je reste dans le rapport pour l'éternité. Donc, ce travail idéologique qui démarre dès la côte, qui efface toutes les identités de paysans, d'artisans, de commerçants, de rois, de palefreniers, de valets, de subalternes, de femmes, d'hommes, et de les réduire juste à une identité commune qui est d'être noir-nègre, c'est le début du travail qui mène à l'esclavage, au statut d'esclave. C'est pourquoi je n'aime pas le terme français n'est pas très adéquat, d'esclave et d'esclavage. Ça indique un état. Alors que le terme anglais enslavement, qui explique un processus, est beaucoup plus, saisit beaucoup plus la réalité. On entre dans un processus de transformation qui va mener à un état d'esclave, un état d'esclavage, un statut d'esclave et un état d'esclavage qui n'est jamais épuisé, qui n'est jamais terminé. Puisque, pour que ça s'épuise, il faut que l'individu perde toute capacité à envisager sa liberté. Et je pense qu'il y a un lien intrinsèque entre l'humain et la liberté qu'aucun travail de violence ne peut anéantir totalement. Il reste toujours une capacité à la révolte, quelle que soit la violence avec laquelle on transforme l'individu, il lui en restera toujours. Donc c'est un processus qui ne finit pas. Et quand ça s'épuise pour le maître, ça n'est pas épuisé pour l'esclave. Et quand le maître l'épuise, il a réussi à transformer l'individu, à lui donner une identité qui n'utilise plus qu'un facteur naturel qui est la couleur de la peau. Voilà pour les maîtres l'enjeu de cette naturalisation du rapport. C'est de l'inscrire dans l'éternité, enlever toute capacité. Il n'y a que deux possibilités. Soit on sacralise le rapport, soit on naturalise le rapport. Si vous acceptez que c'est Dieu qui a décidé que vous êtes un esclave, si vous croyez en Dieu, c'est fini, vous n'en sortirez plus. Si vous acceptez que c'est par la couleur de la peau que vous êtes devenu esclave, c'est fini, vous n'en sortez plus puisque vous ne vous débarrassez pas de votre peau. Ce qui fait que les maîtres ont tendance à dire tous les Noirs sont esclaves par essentialisation, alors que dans l'Atlantique du XVIIIe siècle, tous les esclaves sont noirs, mais tous les Noirs ne sont pas esclaves. Ça me semble important de faire cette distinction. Donc on voit bien quel est l'objectif des maîtres. Alors, si c'est un objectif idéologique de perpétuation de la domination, de l'inscrire dans l'éternité, dans la pérennité, pourquoi du côté des victimes, pourquoi du côté des victimes, on arrive à accepter cette identité, ou en tout cas les victimes, comme ceux qui se prétendent être leurs descendants, acceptent cette identité assignée, comme si moi j'avais accepté aux archives de Nantes l'identité nationale ou africaine qu'on m'assignait. Pourquoi arrive-t-il à l'assigner et à ne pas sortir de cette décision des maîtres de les définir comme tels pour créer la radicale altérité? Dans le jeu du rapport de force, il me semble que la condition commune partagée peut expliquer l'acceptation de cette identité pour conduire la lutte pour la libération. Et là où on l'a poussé le plus loin, c'est avec la révolution haïtienne. Lorsque les Haïtiens se réunissent, je crois que c'est la constitution du 20 mars ou 20 mai 1805, ils viennent de défaire les armées françaises, la révolution haïtienne est victorieuse,
ils mettent en place une constitution. L'article 2 de la constitution abolit l'esclavage radicalement. Je crois que c'est ou l'article 3 ou l'article 4, les deux sont liés, affirme que tous les Haïtiens sont des Noirs. Bien sûr, c'est difficilement, ça tient difficilement de définir la citoyenneté à partir de la couleur de la peau. C'est pourquoi eux, du fait de l'expérience de l'esclavage et de l'unité qui a été fondée pour engager le combat et se libérer, on a poussé l'identité de la radicale différence jusqu'à son terme et de dire que tous les citoyens de cet État qui est né d'une révolte esclavagiste sont des Noirs. Donc, une acceptation utile et efficace de l'identité conférée par le maître, mais puisque cela ne tient pas, il faut bricoler, puisqu'il y a justement les compagnies polonaises qui se sont disloquées et ont adhéré à la révolution haïtienne, et ils décident que ces Haïtiens noirs, blancs, ces Polonais blancs sont des Noirs. Il y a même d'autres groupes qui sont négrifiés, alors qu'à l'évidence, ils ne sont pas noirs. À partir de là, on peut voir progressivement, en particulier dans le mouvement panafricain, on peut le retracer. Jusqu'à nos jours, cette identité de noir est reprise, reproduite par les Africains. On a l'Afrique au sud du Sahara devient l'Afrique noire, mais même les mouvements anticoloniaux de l'entre-deux-guerres, tous les mouvements les plus radicaux, les plus proches du marxisme, y compris, s'affirment comme des mouvements noirs. Donc la revendication de l'identité jusqu'à la négritude des Senghor Césaire et les sœurs Nardal, tous récupèrent cette identité de couleur pour en faire une arme et essayer de la retourner. Je peux vous en donner quelques exemples assez intéressants. En 1954, c'est l'universitaire sénégalais Cheikh Anta Diop publie sa thèse soutenue à l'Université de Paris sous le titre « Nation nègre et culture ». Et jusqu'à son dernier ouvrage « Civilisation et barbarie », l'égyptologue sénégalais a consacré toute sa vie à défendre avec acharnement le caractère nègre de la population de l'Égypte pharaonique. Comme si la couleur de la peau pouvait renvoyer à une historicité quelconque. C'est-à-dire on pouvait inférer de la couleur de la peau quelque chose qui soit de l'ordre de l'historicité. Il n'est pas le seul. Je pourrais prendre l'exemple de Senghor. On a le congrès de l'Association des écrivains et artistes noirs qui se tient à la Sorbonne en 1956, qui va donner naissance au deuxième congrès à Rome en 1959, ensuite le Festival mondial des arts nègres en 1966, et je crois en 2009, Festival mondial des arts nègres. Donc le terme qui a été inventé pour construire une altérité radicale au XVIIIe siècle de l'esclave se poursuit jusqu'à nos jours et sous nos yeux. On pourrait remonter avec le panafricanisme, Blyden, avec le Back to Africa, jusqu'à Anténor Firmin, qui répond à Gobineau de l'égalité des races humaines, anthropologie positive. On pourrait prendre le mouvement panafricaniste avec Kwame Nkrumah, avec le congrès de Manchester, jusqu'à la conférence des peuples africains de 1958. Tous se réfèrent à l'identité chromatique des Africains et de ce qui s'appelle les diasporas. Le mouvement anticolonial qui se développe dans les années 20 avec Lamine Senghor publie une revue qui s'appelle La Voix des Nègres en 1927. La Revue du Monde Noir 1931,
La race nègre, Cri des nègres, 1932. 1935, l'étudiant noir. Cette tendance se poursuit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, y compris dans les cercles marxistes. Les partisans de la négritude s'y donnent également. Et les rares critiques qui sont développées contre les constructions identitaires chromatiques et leur traduction dans le champ politique et culturel sont le fait de Frantz Fanon, qui en montre les limites dans Peau noire et Masque blanc. Amilcar Cabral dans Unité et lutte. Les critiques littéraires Wole Soyinka, Chikaya Utamsi, Stanislas Pero Adetovi, qui critiquent le concept de négritude, ont plus porté leur attention sur son efficacité pratique à libérer l'Afrique que sur son contenu idéologique. Dans sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, le Congrès national africain de Nelson Mandela s'est également démarqué de cette position théorique dès le Congrès de 1955, où fut adoptée la Charte de la liberté le jour de ma naissance. L'UNESCO n'a pas échappé à cette chromatisation. Pourtant, elle est créée, cette organisation des Nations Unies, pour lutter contre le racisme. Ça ne l'a pas empêché de commettre de nombreux ouvrages après avoir disqualifié les critères raciaux dans l'étude des sociétés humaines, qui ont abouti à des enquêtes sur les questions de race, en particulier dans les sociétés latino-américaines. Un usage qui me semble intéressant, en particulier pour les doctorants, de cette identité chromatique, c'est à quoi ça sert dans l'écriture de l'histoire. Vous savez, les Africains, ça a été une partie intégrante de la lutte anticoloniale, a été l'écriture de l'histoire. Et pour engager ce combat anticolonial, particulièrement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu unifier le maximum de forces possibles. Et on a retrouvé dans l'identité de couleur le moyen le plus efficace de rassembler le maximum possible d'individus. D'où l'écriture d'une histoire de l'Afrique noire. Mais le piège qui gît là-dedans, en particulier son adoption dans l'étude de la traite atlantique, ou même de la traite transsaharienne, et particulièrement de la traite atlantique, c'est que cette approche permet de fonder l'idée que toute l'Afrique a été victime de la traite, ce qui est vrai, mais permet de voiler le fait que tous les Africains n'ont pas été victimes de la traite. Quand vous dites que les esclaves sont noirs, tous ceux qui peuvent être identifiés comme noirs entrent dans le rang des victimes. Ça permet de produire des sociétés africaines non hiérarchisées, inodores, incolores et sans saveur, et qui rend l'approche de la traite atlantique des esclaves un biais qui ne permet plus de saisir les mécanismes de la traite. Et quand vous regardez les études qui sont consacrées à la traite, nous avons à la traite, aux traites et à l'esclavage, parce qu'il y a eu une traite interne au continent africain. Les études qui sont consacrées à cela, on a une sorte de division du travail entre Européens et Africains. Les Africains ont consacré tous leurs efforts à la traite, donc au rapport à l'autre, et ont laissé les Européens faire l'histoire de l'esclavage interne aux sociétés africaines. C'est les Meassou, les Kopitov, et particulièrement des anthropologues et des sociologues qui travaillent sur la question, pas les historiens. Quand vous prenez l'ouvrage de Meassou, l'esclavage en Afrique, il n'y a qu'un seul Africain qui est auteur là-dedans. Sur les 12 textes, il y a un seul Africain. C'est un Baldé de la Guinée. Donc les Africains ne s'intéressent pas à l'esclavage interne aux sociétés africaines. Je vais y revenir tout à l'heure. Par contre, ils s'intéressent à la traite, mais c'est une traite des Noirs. Donc tous les Africains sont englobés dans le même
dans la même identité de couleur. Ce qui fait que les sociétés africaines sont réduites à des sujets, même pas à des objets amorphes, qui subissent l'initiative prise en Europe de connecter les 3 continents à travers le système capitaliste naissant. Donc les sociétés africaines ne sont plus sujets de leur histoire. C'est des Européens qui arrivent sur la côte, qui peut-être entrent dans les villages et ramassent les esclaves et personne ne bouge, ou bien les esclaves tombent du ciel sur les côtes, à Elmina ou à Gorée. En tout cas, on ne voit pas quel est le processus qui produit les esclaves, parce que si on entre dans le processus historique, on est obligé d'avoir des identités multiples. Mais l'identité unique, derrière la couleur de la peau, quand on la construit, on ne peut étudier le phénomène de la traite qu'à partir de la côte, c'est-à-dire au moment du contact. Mais ce qui se passe avant, et qui est le plus important et le plus intéressant pour les sociétés africaines, y compris pour aujourd'hui, est occulté. Et pourquoi cette occultation? On peut le comprendre dans le cadre de la lutte anticoloniale. Mais au-delà de la lutte anticoloniale, ça devient une fonction idéologique qui permet de ne plus interroger les mécanismes inégalitaires, les mécanismes de domination interne aux sociétés africaines qui rendent possible la traite atlantique, comme la traite transsaharienne. Les sociétés africaines ne sont pas des sociétés homogènes, ahistoriques, réduites à la couleur de la peau de leurs habitants. C'est des sociétés aussi complexes que toutes les autres sociétés. Et pour ne pas adresser cette question de la complexité avec tout ce que cela implique comme diversité, comme lutte, comme combat, on les réduit à une seule identité de couleur et ils arrivent sur la côte complètement indifférenciés. À la limite, ils tombent du ciel, comme je l'ai dit, sur Gorée. C'est en fait l'exposé que j'avais présenté à Bamako et qui m'avait valu le pilonnage au bazooka théorique. Heureusement que c'était théorique. Donc, mais il y a plus pernicieux encore. En tout cas, moi, je pense que la fonction de cette identité continuée et perpétuée, c'est que les mécanismes de la traite atlantique, depuis le XVe siècle, n'ont pas été éventrés en Afrique. Ces mécanismes continuent de fonctionner. Et donc, les groupes dirigeants qui en profitent n'ont pas intérêt à ce qu'on éclaire la traite atlantique sous son véritable jour historique, mais qu'on le garde dans sa nature, pour qu'on ne comprenne pas les mécanismes qui produisent aujourd'hui ces milliers de jeunes qui se noient dans l'Atlantique, dans des pirogues ou dans la Méditerranée. Les mêmes mécanismes de connexion objective entre ce qui est aujourd'hui les multinationales européennes, mais qui à l'époque étaient des compagnies de commerce, des compagnies à charte, le même mécanisme d'alliance entre ces entrepreneurs capitalistes et les élites africaines, le lien de solidarité, d'alliance qui les a liés jusqu'à produire l'esclavage, dont les victimes dans les sociétés africaines, ce sont les communautés paysannes. Ce n'était pas le hasard. Autant aujourd'hui, ceux qui vont en Méditerranée et ceux qui prennent les pirogues sont des Africains identifiables historiquement avec des identités particulières, occupant des positions particulières dans les sociétés africaines. Ce n'est pas n'importe quel Africain. Autant, entre le 15e et le 19e siècle, c'est la même diversité, les mêmes rapports de domination qui permettent de produire les captifs qui, en arrivant, pas les esclaves, mais les captifs, qui, en arrivant sur la côte, acquièrent une identité chromatique qui est une identité de couleur qui cache l'historicité des rapports qui les produisent et les acheminent sur la côte. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas envie de voir ce qui se passe sous nos yeux qu'il n'est pas de l'intérêt des groupes hégémoniques d'étudier correctement
l'histoire entre le 15e et le 16e siècle, on a tendance à dire que l'histoire éclaire le présent, mais ce que j'ai exposé à Bamako, j'ai dit tout récemment à des amis qui étaient mes contradicteurs que vous n'aviez pas voulu voir Bamako, ce que je disais à Bamako, ça vous rattrape aujourd'hui par ce qui se passe en Libye. Ce qui se passe en Libye est une reproduction de ce qui se passe mutatis mutandis, changeant ce qui doit être changé entre le 15e et le 19e siècle. C'est pourquoi je vais peut-être dire quelque chose de politiquement incorrect. Je pense qu'il y a une alliance entre compagnie européenne, aristocratie africaine, pour soumettre les communautés paysannes à la captivité et à l'esclavage en Amérique. Mais aujourd'hui, c'est plus grave. Il y a une connexion entre multinationales européennes appuyées par leur État. À l'époque aussi, les compagnies étaient appuyées par les États, qui sont en alliance avec les élites africaines pour produire les migrants et produire les troupes qui vont dans ce qu'on appelle le radicalisme islamique. Je pense qu'il y a une alliance objective entre Al-Qaïda, les multinationales européennes, les élites africaines et les États européens. Même si on peut penser, on a beaucoup diabolisé, mais si vous prenez un pays comme le Niger, où il y a des jeunes qui ont leur smartphone, qui voient que l'uranium qui est produit dans leur pays fournit l'énergie à la France à 80% et qu'eux continuent de se chauffer à la bouse de vache et n'arrivent pas à être éduqués et ne se soignent pas, s'ils rejoignent Al-Qaïda, ne me dites pas qu'il n'y a pas une connivence entre des éléments dominants, et cela éclaire ce qui se passe entre le 15e et le 19e siècle, connexion entre les compagnies de commerce et les élites africaines. Et camoufler cela, c'est produire une identité de couleur qui permet de tout noyer dans le noir. Je vais le prendre autrement. C'est une autre identité qui, cette fois-ci, n'est pas une identité de couleur, mais aussi une identité de nature. Quand un blanc, entre guillemets, met en esclavage un noir, entre guillemets, l'élément le plus efficace et le plus disponible, c'est la couleur de la peau. La question, c'est quand un noir met en esclavage un autre noir, quel est l'élément qui permet de construire la différence radicale, une altérité radicale? Parce que tous sont noirs. Donc les esclaves ne peuvent pas être considérés comme noirs et les maîtres considérés comme noirs. Parce que ça ne crée pas d'identité différente. Et dans un modèle esclavagiste, la différence doit être radicale entre maître et esclave. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le système ne fonctionne pas. Noir et noir, on crée un élément aussi difficile que la couleur de la peau, puisque la couleur de la peau, on ne sait pas où poser le curseur. C'est une décision politique qui pose le curseur. Vous allez en Amérique, on va vous dire, quand vous avez une goutte de sang noir, vous êtes noir. Puisque les noirs n'étant pas nombreux, on peut y verser tout le monde. Politiquement, ce n'est pas politiquement dangereux. Mais si vous allez dans les sociétés où les noirs sont majoritaires, ou ceux qui sont définis comme tels sont majoritaires, on va créer un groupe intermédiaire de métis. La définition du noir en Amérique n'est pas la même chose que la définition du noir en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a des métis. Aux États-Unis, il n'y a pas de métis. C'est le one drop. C'est une loi raciste que tous nous utilisons pour nous définir les uns les autres. Mais vous ne pouvez pas, dans un spectre de couleurs, dire que le groupe des Noirs s'arrête ici. La même difficulté, vous allez l'avoir avec le sang. Les Africains vont utiliser le sang. Et ça va créer une situation assez intéressante à regarder. Le marqueur sanguin. Au 19e siècle,
quand on abolit la traite des esclaves en 1815, les Européens en ont décidé de façon unilatérale, sans concertation avec leurs alliés africains, que sont les aristocraties, qui ont participé avec eux à la traite pendant plus de 3 siècles. Du jour au lendemain, les aristocrates, les États africains sont mis devant le fait accompli qu'il n'y a plus de traite des esclaves vers l'Amérique. Bien sûr, il y a la contrebande. Ces États africains mis devant le fait accompli sont donc appelés à s'ajuster. C'est le premier ajustement structurel, avant la Banque mondiale et le FMI. Et cet ajustement va développer à un niveau exponentiel l'esclavage dans les sociétés africaines. Le 19e siècle, les sociétés africaines deviennent des sociétés esclavagistes parce qu'on a continué les razzias, on a continué la capture des esclaves et on ne peut plus les exporter. On les utilise sur place. Mais 30 ans après, on abolit l'esclavage. Je prendrai l'exemple de la France qui est présente dans la colonie du Sénégal qui à l'époque se compose de Gorée, Saint-Louis, Carabane, un peu quelques îlots dans le haut fleuve Sénégal. Donc la colonie occupe une toute petite partie. Mais la loi abolitionniste dit tout individu qui touche le sol français est libre. Donc Saint-Louis est encerclé par des États africains qui n'envisagent pas du tout l'abolition de l'esclavage. Et si leurs esclaves arrivent à Saint-Louis, ils sont libérés. Mais la France n'a pas toutes les ressources pour imposer l'abolition de l'esclavage. Mais elle ne va même pas avoir envie de la mettre en application. Ça crée une contradiction qui est que la conquête coloniale, qui s'enclenche au XIXe siècle, déclare que son objectif, c'est de civiliser les sociétés africaines et cette civilisation passe par la lutte contre l'esclavage et les traites esclavagistes. Donc c'est ça le programme de la conquête coloniale qui lui donne ses légitimités, particulièrement pour l'opinion européenne, pour l'opinion française. Ce n'est pas pour l'opinion africaine. C'est pour l'opinion française qu'on dit qu'on va en mission civilisatrice. Cette mission civilisatrice passe par la suppression de la barbarie qu'est l'esclavage. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils n'ont pas les moyens politiques de cette abolition. Puisque les sociétés, les États africains vaincus, c'est leur élite qui sont utilisés pour gouverner les sociétés africaines parce que l'État colonial n'a pas les légitimités, n'a pas les ressources pour pouvoir. Il est obligé de s'appuyer sur les élites africaines récemment vaincues pour gouverner ces sociétés. Mais ces élites-là sont esclavagistes et ont des esclaves. La colonie va fermer les yeux sur ces pratiques jusqu'au jour où, dans le cadre de la colonie du Sénégal, un aristocrate du Cayor qui donne en mariage sa fille, vend un esclave pour célébrer le mariage. Le commandant de cercle de Thiès, qui vient d'être affecté au lieu, est horrifié par l'information qu'il vient de recevoir. Il convoque le monsieur et décide de le mettre en prison. C'est un aristocrate, il n'envisage pas un seul instant d'aller en prison parce que c'est perdre sa liberté et devenir esclave. Il poignarde le commandant de cercle qui en meurt. Malheureusement, ce commandant de cercle est le fils d'un ministre, Chotan. Les journaux de l'époque s'emparent de l'affaire et disent « mais on nous avait dit que toute la conquête coloniale visait à supprimer l'esclavage. » Alors que dans la colonie du Sénégal qui est française, l'esclavage bat son plein au point qu'un esclavagiste a tué un officier français. La colonie, pour répondre, comme on répondrait aujourd'hui par une commission parlementaire qui permet de noyer le problème, engage une enquête sur l'esclavage en Afrique occidentale française, les 8 territoires, plus les 4 de l'Afrique équatoriale française. L'enquête donne comme résultat que dans certaines provinces de la colonie, 3/4 de la population est esclave. Et que l'abolition de 1848, on est en 1904, 3/4 de la population est esclave dans certaines régions. Il va bien falloir s'expliquer. Alors,
on commet des théoriciens qui vont expliquer que ça, ce n'est pas de l'esclavage. C'est de l'esclavage africain, c'est de l'esclavage domestique, c'est de l'esclavage doux, c'est des enfants des maîtres. Bon, on va fabriquer, une machine se met en place qui fabrique l'esclavage africain. Les nationalistes qui engagent le combat contre la colonisation, s'ils admettent l'existence d'un esclavage africain, valident l'instrument de validation de la colonisation qui était la suppression de l'esclavage. L'historiographie nationaliste va nier l'existence de l'esclavage en Afrique. Quand elle l'admet sous la forme produite en 1904 par les ethnologues de la colonisation, les théoriciens de la colonisation qui s'adressent à l'opinion métropolitaine européenne et fabriquent un esclavage africain spécifique, particulier, doux, adoré même par les esclaves. Donc, c'est l'idéologie de la colonisation qui est reprise par l'historiographie nationaliste pour nier l'existence de l'esclavage africain. En conséquence, ce que l'historien d'aujourd'hui doit saisir, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à dire qu'il y a de l'esclavage dans les sociétés africaines. Il en a existé dans toutes les sociétés humaines. Et c'est un rapport qui utilise un segment de la société, utilise la violence pour priver un autre segment de la liberté, le mettre en captivité et le mettre dans un processus. Cette violence ne peut pas s'exercer sur les membres de la société, c'est toujours extérieur. On ne peut pas être esclave chez soi. C'est impossible. Parce que ça demande un processus de déshumanisation, de désocialisation, de dépersonnalisation qui ne peut s'opérer à l'intérieur de la société. Donc c'est toujours un étranger qu'on met en esclavage. Cet esclavage qui a existé en Afrique, a existé en Europe, a existé en Asie, au point que le mot esclave lui-même dans toutes les langues européennes, par naturalisation, donc travail idéologique des maîtres, renvoie à un groupe ethnique, les Slaves. Puisque à Rome, ce n'était pas esclave, c'était servus. Comment on passe de servus à esclave? C'est naturalisation, c'est-à-dire dire que les Slaves sont par nature essentiellement esclavagistes. Même si on retrouve cette même essentialisation jusque chez Aristote. Que l'esclave n'est pas de même nature que le maître. La même chose est produite dans toutes les sociétés. Et dans les sociétés africaines, c'est le sang qui va être utilisé comme marqueur de différenciation. Et puisque votre sang est servile, vous transmettez votre sang à vos enfants, il est impossible d'en sortir, y compris face à une abolition juridique. C'est ça qui fait que l'abolition de 1848 n'a pas marché et qu'un pays comme la Mauritanie va battre le record mondial d'abolition de l'esclavage et continuer aujourd'hui encore dans tous les pays du Sahel. Vous avez ce problème qui est récurrent. La société civile est en bataille aujourd'hui dans toute la bande sahélo-saharienne, mais ce ne sont pas seulement ces pays qui sont impliqués. Puisque dans les autres sociétés, les observateurs extérieurs ne s'en rendent pas compte, mais chacun sait qui est de descendance servile ou non, même si tout le monde est de couleur noire. Mais ici, c'est le sang, c'est les généalogies qui permettent de remonter. Et quand on a aboli l'esclavage, aujourd'hui, vous n'avez plus d'esclavage actif dans les sociétés comme les sociétés sénégalaises, mais vous avez un esclavage actif dans toute la bande saharo-saharienne, de la Mauritanie, Niger, Mali, Nord Mali, jusqu'au Soudan. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? C'est important de le savoir. Puisque c'est le sang qui permet la transmission du statut, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre sang, même quand on abolit juridiquement, vous restez esclave. Vous allez, dans certaines sociétés, les esclaves et les maîtres n'habitent pas dans le même village. Vous allez dans une cérémonie, il y a des gens qui ne peuvent pas manger dans le même bol. Mais ça, un étranger ne peut pas le voir. Quand survient un mariage, ça pose problème. Il y a donc énormément de lieux, énormément de moments sociaux où les autochtones peuvent s'en rendre compte. Ce qui s'est passé et qui a rendu possible la disparition, entre guillemets,
des esclaves dans certaines sociétés et le caractère vivace de l'esclavage dans d'autres tient au statut du travail dans les sociétés esclavagistes. Quand il y a un travail, un type de travail qui est dédié à l'esclave, si vous abolissez l'esclavage, juridiquement, les esclaves continuent d'exercer le même travail et donc sont identifiables. Ce qui fait que si vous prenez les sociétés Wolof où il n'y a pas de distinction entre le travail du maître et de l'esclave, quand on a aboli l'esclavage, avec l'urbanisation, la scolarisation, la fréquentation de l'armée, ça a disparu. On arrive à en détecter dans certains types de villages sur lesquels on pourra revenir si vous le voulez, mais généralement ça a disparu. Vous allez un peu plus vers le nord, en pays alpulaar, dans la vallée du fleuve Sénégal. Là, il y a des tâches qui sont dévolues aux esclaves. Il y a des tâches partagées, mais il y a des tâches qui ne peuvent l'exercer que les esclaves. En conséquence, si vous abolissez l'esclavage, ou bien les maîtres se mettent à faire ce travail, c'est tellement dégradant qu'ils ne vont pas le faire, donc l'identification de l'esclavage par rapport à la descendance liée au sang se perpétue nécessairement. Ce qui fait que récemment, nous avons fait un film sur un groupe de descendants d'esclaves qui se réclament descendants d'esclaves. Ils se disent, le groupe est dénommé Endam Bilali, les descendants par lignée maternelle de Bilal, qui était le muezzin du prophète. On est en société très islamisée. Mais donc, l'esclavage est maintenu, mais de façon passive, puisque vous ne pouvez plus contraindre personne à travailler pour vous, sauf dans des circonstances particulières, lors des cérémonies de mariage ou de baptême. Ceux qui font la cuisine ou ceux qui tuent les animaux et les dépecent, on sait que ce sont des esclaves. À l'heure du thé, celui qui fait le thé, un tororo ne va pas faire le thé que va boire un machudo. C'est clair. Et ça peut aller très loin. On nous a apporté un témoignage comme quoi, dans certaines régions, même en salle de classe à l'école républicaine, il y a des rangées pour les descendants d'esclaves et des rangées pour les descendants de maîtres, liés toujours à cette identité liée au sang. Vous remontez un peu plus au nord, vous êtes en pays berbère, en Mauritanie. Là, ce n'est pas une division du travail, travail servile, travail libre, ou travail que le maître peut exercer. C'est le travail lui-même qui est servile. Travailler, c'est ça, être esclave. Dans une telle société, les autres activités, c'est quoi? C'est la poésie. C'est pourquoi en Mauritanie, on a 1 million de poètes. Et donc, la difficulté à abolir l'esclavage tient de cela, de cet héritage-là, du fait que le travail lui-même est servile. Dans les sociétés où il y a une division, on peut avoir à l'état passif un esclavage. Là où il n'y avait pas de division, l'esclavage passif est même plus difficile à percevoir. Mais ce phénomène, ce qui fait que la colonisation n'a jamais réussi la mission qu'elle s'était donnée pour légitimer son esclavage, et les États indépendants peinent encore à résoudre le problème et sont toujours confrontés à cette difficulté. D'où encore une fois l'intérêt pour les historiens à avoir de l'audace dans l'interrogation des sociétés, en regardant les constructions idéologiques et à les décrypter, à leur enlever leur voile pour retrouver le rapport réel. Le rapport réel, c'est un rapport entre maître et esclave. Ce n'est pas un rapport entre blanc et noir. Ce n'est pas un rapport entre homme et femme. Il faut retrouver le rapport réel qui est l'usage de la violence pour réduire en captivité un individu, l'intégrer dans un processus porté par la violence qui déshumanise, désocialise, dépersonnalise pour produire un esclave qui garde toujours sa capacité de révolte et de liberté et qui fait que l'enjeu, c'est toujours la vie et fait que les révoltes d'esclaves, leur slogan, c'est toujours la liberté ou la mort. Ce qui se joue là, c'est la vie. Parce que à l'homme est intrinsèquement lié la liberté, d'où la puissance de la construction idéologique qui tente de
d'évacuer l'historicité du phénomène pour lui donner juste un caractère naturel. Et chaque fois que cette identité naturelle est donnée, il faut que les historiens et les sciences humaines en général soient vigilants sur les identités liées à une nature. Que ce soit le sang, la couleur de la peau ou toute autre forme naturelle d'identification, participe à cacher le rapport réel, parce qu'en saisissant le rapport réel, on se donne les moyens de la libération. Et cette construction idéologique, je pense que les historiens ont encore énormément de travail, en tout cas sur les sociétés africaines, à l'interne, mais il faut d'abord se débarrasser de cette culpabilité créée par l'Atlantique, qu'il n'y a d'esclaves que les Noirs. Les esclaves, on en a trouvé dans toutes les sociétés humaines. C'est un phénomène universel, et même avec des caractères particuliers suivant les conditions, comme dans l'introduction Antonio l'a dit, mais qui garde encore cette universalité et qu'il n'y a pas de complexe à se faire, à étudier l'esclavage sous ses formes et ses mécanismes suivant les sociétés dans leur diversité. Merci de votre attention.